Bonjour, je suis Candice Vojac et je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour ce temps qu'on va passer ensemble, vraiment autour de se mettre en valeur, se mettre en avant et comment marquer les esprits pour que les personnes se souviennent de vous positivement. Alors pourquoi est-ce que c'est moi qui vous présente ça cet après-midi? Donc moi, je suis Candice et je dirige la société Reliance à Strasbourg. Notre cœur de métier, c'est vraiment de pouvoir accompagner en fait les collectifs de travail vers leur meilleur épanouissement. Donc ça sous-entend les individus, mais aussi les services et les groupes. Et notamment en fait la question de l'image de marque est pour moi un des sujets qui est le plus important. C'est-à-dire comment faire sensation et comment arriver à faire que voilà, les personnes aient envie de vous écouter et envie d'être avec vous. Alors, je vais vous partager une présentation que j'ai préparée. Bien sûr, elle sera accessible. Vous pourrez la recevoir après la conférence, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Vous aurez le PDF qui sera joint après. Donc, si vous voulez prendre des notes, voilà, vous saurez qu'en tout cas, la présentation, vous l'aurez. Je vous retrouve tout de suite. Je partage mon écran. Voilà, j'espère que tout est bon pour vous et que voilà, vous voyez bien l'écran. Ok, c'est parfait. Alors, c'est parti cet après-midi au programme, le personal branding. Alors, déjà, je tiens à m'excuser d'avance. Il y aura pas mal de termes en anglais, comme souvent, mais je vous les traduirai à chaque fois. Mais c'est vrai que voilà, je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, il existe beaucoup plus d'inventions et de théories aux États-Unis qu'on ne le fait en France. Mais en tout cas, donc le personal branding, c'est son image de marque ou comment se mettre à son avantage. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Petit préambule en fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais simplement en fait faire remarquer que tout comme les organisations, les institutions, enfin les services cultivent leur marque, en tout cas essayent. Alors certes, les entreprises le font, mais aussi dans le service public, dans la fonction publique de façon générale, on essaye quand même aussi de faire en sorte d'avoir une notoriété, enfin ou en tout cas une image d'un service ou une image de l'institution en tant que telle qui soit quand même plutôt dynamique, agréable et avenante. Et ben nous, en tant que professionnels, c'est-à-dire en tant que personnes qui sommes à des postes de travail, nous devons en faire autant et savoir communiquer vraiment sur soi-même. Pour moi, ça me paraît être une compétence majeure en 2024, cela dit en 2023 aussi, mais encore plus en 2024, parce que c'est souvent une compétence qui est sous-estimée, je trouve. Et c'est pour ça que j'avais envie vraiment de voir avec vous ensemble un peu les étapes pour assurer la meilleure promotion de soi-même et ainsi marquer vraiment les esprits des personnes que vous rencontrez. Alors, l'idée n'est pas de marquer les esprits à chaque fois, à chaque personne que vous rencontrez, mais bien évidemment dans un contexte où il y a un enjeu. Hein, l'idée, c'est de se dire que là, il y a un enjeu, par exemple, sur un entretien d'embauche, sur un entretien professionnel, sur la présentation au cours d'une réunion, par exemple, peu importe, mais en tout cas, dans une situation où il y a quand même un peu un enjeu pour soi, quoi. En fait, l'objectif qu'on va avoir cet après-midi, ça va être en deux temps. Le premier temps, c'est de faire un petit peu son autodiagnostic, parce qu'il y a pas mal de questions qu'on peut se poser pour arriver justement à voir comment est-ce qu'on se voit et pourquoi est-ce que enfin, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux ou pourquoi est-ce qu'on a besoin peut-être de se vendre entre guillemets autrement. Et puis ensuite, de regarder les étapes pour assurer la promotion de soi-même. Et là, je vous proposerai aussi plusieurs outils pour le faire. Et on les détaillera ensemble. Alors, la première question qui me paraissait importante à se poser, c'est pourquoi faire la promotion de soi-même? Déjà, pourquoi, c'est-à-dire dans quel but, et pour quoi, c'est-à-dire pour atteindre quoi? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Donc, quelle est notre intention et puis qu'est-ce qu'on cherche à faire concrètement par rapport à ça? Parce que
vous pouvez me dire en fait peut-être, mais ça sert à rien de faire de la promotion de soi-même. On est comme on est, voilà, on est qui on est, etc. Et oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. On est qui on est et on se présente comme on est. Cela dit, ça peut être intéressant de mettre quand même un peu à son avantage la personne qu'on est. Et ça, c'est souvent d'ailleurs moi des choses que je constate, enfin dans les accompagnements d'agents ou manager, chef de service qu'on peut faire, c'est que, enfin moi je rencontre beaucoup de personnes qui ont de très grandes qualités, qui sont des très bons professionnels, mais qui ne savent pas forcément en fait comment le dire et comment le faire transparaître. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses et du coup en fait parfois on rate des opportunités, parfois les personnes, enfin nos interlocuteurs ne comprennent pas exactement vraiment bien ce qu'on veut dire, où on veut en venir, etc. Parce qu'on s'est un peu emmêlé les pinceaux, parce que finalement notre présentation ne s'est pas passée exactement comme on aurait souhaité, etc. Et du coup, c'est dommage parce qu'on perd un vrai potentiel et et en fait, on pourrait faire tellement plus et tellement mieux. Alors bien sûr, cet après-midi, on ne cherche pas la perfection, on ne vise pas l'excellence, on vise simplement en fait à aller faire un petit peu d'introspection pour voir comment est-ce qu'on peut déployer son potentiel au mieux. Voilà, c'est essentiellement ça en réalité. Et, euh, et donc pourquoi en fait c'est important de faire la promotion de soi-même? Bah déjà pour ne pas passer inaperçu, ou en tout cas le moins possible, pour se démarquer, et ça surtout enfin, dans un contexte d'entretien d'embauche notamment, ou dans la recherche d'emploi, pour se démarquer, et puis pour se vendre, donc je le mets entre guillemets, parce qu'évidemment il ne s'agit pas de se vendre corps et âme et de montrer une image qui ne serait pas la nôtre, ou voilà, de travestir ses valeurs par exemple, ou voilà, pas du tout, mais simplement pour arriver à faire, on va dire, un emballage qui tienne la route et qui soit aussi à la hauteur des belles personnes que vous êtes très certainement et qu'on est tous. Mais pour ça, c'est important aussi de savoir un peu comment s'y prendre et d'aller regarder plus concrètement, en répondant à certaines questions, quel est réellement notre profil. Donc ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Euh, mais peut-être que une des premières questions que vous vous posez, et d'ailleurs, n'hésitez pas à en poser tout au long de l'intervention. On est ensemble jusqu'à 15 heures, mais moi, ça me fait plaisir de répondre aussi aux questions au fur et à mesure. Donc, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure et j'y répondrai avec plaisir. Mais la première question, peut-être, ou remarque que vous vous faites déjà sur le fait de faire la promotion de soi-même, c'est de se dire que ça, c'est bien pour les gens extravertis, c'est bien pour les gens qui ont telle et telle personnalité, c'est bien pour les gens qui sont extraordinaires ou qui ont telle et telle qualité à mettre en avant, etc. Mais pour moi qui n'ai pas forcément grand-chose à raconter ou qui n'ai pas un CV de folie ou qui n'a pas fait le tour du monde, voilà, enfin, il y a peut-être pas forcément grand-chose à dire et du coup, la promotion de moi-même est peut-être impossible. Eh bien non. En fait, vraiment tout le monde peut faire la promotion de soi-même. Tout le monde peut vraiment arriver en fait à capter l'essentiel de ses qualités, capter aussi ce qui fait que vous êtes unique, ce qui fait que vous êtes vous et qu'on a envie de travailler avec vous plutôt que de travailler avec quelqu'un d'autre, qu'on a envie de faire équipe avec vous, qu'on a envie d'être managé par vous ou ou que vous avez envie de manager telle personne par exemple. Voilà, c'est vraiment une question de ressenti, de savoir qu'est-ce que la personne dégage et pourquoi en fait cette personne dégage ça. Et ça, c'est important vraiment de se dire que faire la promotion de soi-même, en réalité, il n'y a qu'une seule condition qui est nécessaire pour arriver à la faire sur ça, c'est de croire qu'on vaut quelque chose. Et ça, j'aurais pu vous le marquer sur le support parce que c'est pareil, s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci, c'est déjà de croire en sa valeur. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas actuellement, mais si tel n'est pas le cas, je vous invite à encore plus être attentif et à répondre aux questions qui vont suivre dans les slides suivantes parce que ça pourra vous intéresser. Mais on a forcément tous une valeur et on a forcément tous
un caractère unique, une qualité bien spécifique, même si on est 15 à savoir taper à l'ordinateur, même si on sait tous maintenant, je sais pas, faire fonctionner allumer juste un ordinateur ou voilà, faire fonctionner X ou Y machine. C'est pas parce que ça vous paraît basique et que ça vous paraît hyper évident que tout le monde sait faire ce que vous savez faire et que tout le monde le fait aussi bien que vous. Et ça, c'est vraiment, enfin, il faut en prendre conscience parce qu'on a chacun en fait notre façon de faire qui est unique et qui fait que quand c'est nous qui le faisons, eh ben c'est différent que quand c'est quelqu'un d'autre. Alors ça paraît évident ce que je vous dis, hein, évidemment, mais c'est vrai, c'est réel et tout ce que je vais vous dire en fait après ne fonctionne que si déjà vous partez du postulat que vous avez une valeur. Sinon, effectivement, on s'en sort pas, quoi. Parce qu'on peut pas vendre quelque chose, enfin, si on n'a pas, si on a déjà rien à vendre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà, première chose, c'est de croire en sa valeur. Alors, Anthony nous dit, comment peut-on travailler sur soi pour croire davantage en sa valeur? Eh ben, on y vient, justement, on y vient. Mais pour ça, en réalité, il existe déjà une multitude d'ouvrages, évidemment, de vidéos et de plein de choses. Mais je dirais que la première chose pour travailler sur soi, enfin, et croire davantage en sa valeur, c'est vraiment d'arriver à se faire la démonstration en faisant la preuve par l'exemple. En se disant, et en commençant par vraiment des objectifs qui sont très petits, très facilement atteignables, et en augmentant au fur et à mesure. Exemple concret. J'ai longtemps pensé que en fait les créneaux c'était pas mon truc. Alors qu'aujourd'hui, j'ai la croyance complètement inverse. Aujourd'hui, je suis sûre que je suis la reine du créneau. Pourquoi? Parce que, alors, je n'ai pas acheté une voiture avec un système qui se gare tout seul. Non, non, j'ai un gros van en plus énorme avec à peine la direction assistée, donc je dois faire moi-même le créneau. Le détail est important. Et en fait, eh bien, à mesure d'en avoir fait, à mesure de m'être félicitée aussi chaque fois que j'ai réussi mon créneau, je me suis dit, ah ben, tu vois, sur les 5 que tu as dû faire aujourd'hui, tu en as réussi 3 du premier coup et 2 où tu as dû t'y reprendre à 3 fois. Et donc, à chaque fois, avec des faits qui sont mesurables, visibles et objectivables. Et ben, au bout de quelques semaines, je me suis dit, bah non, en fait, les créneaux, il n'y a pas de problème. Écoute, là, ça fait 5 sur 5 que tu réussis, je suis fière de toi. Et ben c'est vraiment ça. Alors là, je vous donne un exemple un peu caricatural, mais c'est le cas pour vraiment beaucoup de choses. Et donc, c'est de commencer par des petits objectifs où il n'y a pas vraiment d'enjeu, parce que franchement, je peux vivre même si je ne sais pas faire un créneau, ça n'aurait pas été très 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 grave. Et ensuite, ben, c'est de regarder vraiment des choses qui sont mesurables et d'avoir aussi l'honnêteté intellectuelle et envers vous-même, de vous féliciter quand ben, l'atteinte des objectifs est réalisée et de se dire, ok, bon bah là, j'ai pas atteint mes objectifs, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Ou alors je continue encore à m'exercer pour que ça aille de mieux en mieux, quoi. Voilà, pour résumer. J'espère que ça répond du coup, Anthony, à ce que vous disiez. Charlotte nous dit comment reprendre confiance en sa valeur quand son employeur l'a drastiquement éreinté. Oui, bah, je me doute que c'est un peu le sujet justement dont on va beaucoup parler aujourd'hui parce que c'est des choses qui sont malheureusement encore bien trop courantes aujourd'hui. Euh, c'est dommage, j'avais vu une vidéo sur les réseaux il y a pas si longtemps en fait enfin ouais, d'une personne qui se transforme, enfin qui faisait semblant d'être un paillasson par terre, avec l'autre en fait qui s'essuyait dessus, etc. Puis quand la personne est relevée, en fait, ben ça restait quand même une personne, quand bien même quelqu'un s'en était servi comme paillasson. Enfin, c'était hyper bien fait. Et en fait, de se dire que la valeur que l'on s'accorde, c'est soi-même en fait. Enfin, on se donne de la valeur nous-mêmes, mais ce n'est pas l'autre qui va définir notre valeur. Et donc, du coup, pour revenir à ce que vous disiez, Charlotte, comment reprendre confiance en sa valeur quand son employeur l'a drastiquement éreinté? Eh ben, la réponse est presque déjà dans votre question, c'est-à-dire reprendre confiance en sa valeur en se disant que c'est moi qui fixe ma valeur. Ce que je vaux, il n'y a que moi qui le sais et qui le pense et qui le croit. Même si l'autre en face me montre un autre miroir que ce que je pense, eh bien effectivement, ça va entacher beaucoup ce qu'on pense, mais dans le fond,
En fait, ça ne change pas notre valeur. Et c'est la différence d'ailleurs entre l'estime de soi et l'amour de soi. L'estime de soi, c'est vraiment en lien avec ses capacités à faire ce qu'on fait, donc à faire un créneau par exemple, à faire des photocopies, à faire ce que vous voulez, ses capacités, donc le faire, alors que l'amour de soi va être plus sur l'être, c'est-à-dire vraiment quoi que je sois, qui que je puisse être, quoi que je fasse, la valeur que je me porte, ou en tout cas le regard que je porte sur moi, ne change pas. Et ça, c'est plus l'amour de soi. Mais voilà, on va y revenir effectivement un peu plus en détail, mais très concrètement, en fait, c'est vous qui fixez votre propre valeur. Personne n'a à d'évaluer votre valeur ou à vous dire que en fait, vous n'avez aucune valeur. Tout le monde a une valeur différente, certes, mais tout le monde a au moins de la valeur, ne serait-ce pas, enfin, que du fait parce que vous êtes un être humain, juste tout simplement ça, basiquement. Et sur vos capacités, par contre, ça, j'entends que ça entache beaucoup la croyance en ses capacités et qu'à la fin, on se sent nul et qu'on a l'impression de ne plus savoir rien faire. Et c'est là où ça devient intéressant de revenir à des choses petites et basiques, de se dire, OK, mon gâteau au chocolat, là, je l'ai réussi, bah, je suis fière de moi. Et ça peut paraître vraiment tout bête, mais on a besoin, en fait, de se nourrir. Pour vous donner un exemple, enfin, statistiquement, dans les études, on a besoin de 10 compliments pour un reproche. En fait, quand on reçoit un reproche, le reproche nous impacte tellement dans notre structure, dans notre tête, que pour compenser en fait l'équilibre et pour revenir à un point neutre, il faudrait 10 compliments pour arriver à venir à un niveau neutre face au reproche qui a été formulé. Et en fait, sur les besoins, et c'est ce que on en parlait ce matin dans la conférence sur l'attractivité, justement, comment donner envie d'avoir envie, sur le besoin d'estime. Et ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, le besoin d'estime est vraiment un des besoins qui est le moins bien nourri dans le milieu du travail, et c'est vraiment très dommage d'ailleurs. C'est comme ça qu'on en arrive à des situations comme ça qui deviennent extrêmement complexes et délicates, et c'est très très dommage. Donc voilà, j'espère que ça répond aussi, Charlotte. Jean-Michel nous dit: on pourrait considérer que l'humilité est une qualité recherchée. Comment passer de cette particularité qui peut être par ailleurs notre nature profonde à ce projet de faire la promotion de soi-même? Eh ben oui, c'est extrêmement effectivement intéressant ce que vous dites là, Jean-Michel. On va en parler justement. Je l'ai écrit dans le support. L'idée n'est pas de faire de la surpromotion. Hein, l'idée n'est pas en fait de vendre quelque chose que vous n'avez pas et de faire quelque chose de clinquant et de bling bling avec plein de paillettes partout, si ce n'est pas du tout votre style de d'habitude et votre nature profonde. Et l'humilité, en fait, alors j'aurais dû vous mettre en fait cette échelle aussi. Est-ce que vous voyez la différence entre l'humilité, la modestie et enfin la modestie plutôt, l'humilité et l'ego. En fait, ce sont trois mots avec vraiment trois réalités différentes. Et si vous prenez une échelle avec on va dire le niveau 0, qui est comme le niveau de la mer, et en dessous du niveau et au-dessus du niveau, et que je vous donne un exemple, hein. Si je vous dis, par exemple, que j'ai les yeux bleus, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, si je vous dis que j'ai les yeux bleus, est-ce que je vais être trop modeste, humble ou trop dans l'ego? Et ben là, vu que je n'ai pas du tout les yeux bleus, je pense que je serai complètement dans l'ego à croire et à survaloriser un truc alors que ce n'est pas vrai du tout. Par contre, si je dis que j'ai les yeux tout noirs, tout ternes, tout moches, là, je vais être vraiment trop modeste parce que ce n'est pas vrai non plus. Par contre, si je dis que j'ai les yeux marrons, voilà, normaux, là, je vais être humble. En fait, l'humilité, c'est rester simplement authentique et dans sa vérité. Et c'est simplement ça. Donc là, ce qu'on cherche cet après-midi, c'est ni à être dans l'ego, ni à être trop modeste. En fait, c'est simplement ça. Voilà, donc j'espère que ça répond aussi Jean-Michel. Et pour Anthony, c'était OK. Parfait. Donc voilà pourquoi faire la promotion de soi-même. L'idée n'est pas donc de se survendre et voilà, mais simplement d'être honnête et d'être humble en acceptant en fait que vous êtes quelqu'un qui est estimable
aimable et avec de la valeur. Et ni plus ni moins. Alors pour venir en fait donc sur le personal branding, donc le personal branding dans la définition, c'est une pratique qui consiste pour une personne à promouvoir donc lui-même son image et ses compétences par le biais de techniques marketing et publicitaires comme utilisées habituellement pour promouvoir une marque ou une entreprise en général. Et donc, dans ce cas-là, en fait, l'individu vise à devenir lui-même une sorte de marque reconnue. Alors évidemment, c'est une métaphore. Hein, l'idée, ça va pas être de faire des flyers de vous et puis de faire des banderoles à votre effigie, etc. Mais juste de dire que vous êtes votre propre vitrine. Et donc, est-ce que on a envie de venir vous acheter lorsqu'on vous voit ou pas, en fait? Et là, je parle même pas d'apparence physique, hein, je parle pas du tout de ça. Je parle simplement de est-ce qu'on donne suffisamment envie ou est-ce qu'on donne suffisamment de clarté sur les informations qu'on souhaite délivrer pour que l'autre en face puisse se faire sa propre opinion. Parce que c'est toujours pareil, hein, c'est de se dire, est-ce que j'informe suffisamment les autres de ma valeur pour qu'ils puissent en avoir connaissance et du coup réagir par rapport à ça. Donc, moi, je vous invite vraiment, en fait, à garder en tête que vous êtes votre propre vitrine. Donc, chaque fois que vous faites quelque chose, que vous dites quelque chose, en milieu professionnel, hein, encore une fois, ou dans un enjeu, parce que là, on va pas rester comme ça tout le temps, mais quand il y a un enjeu, voilà, on est sa propre vitrine. Donc, est-ce que ce que je fais ou ce que je dis, comment je me comporte, comment je parle, etc., est-ce que ça donne envie ou est-ce qu'au contraire, ça fait fuir? C'est simplement ça. Donc Sandra nous dit, lors d'un entretien, peut-on parler de ce besoin d'estime, ce qui peut faire comprendre que l'estime n'existait pas dans le précédent emploi? Ouais, c'est une question intéressante, effectivement. Euh, en réalité, oui, je pense que dans un emploi, enfin quand on cherche un nouvel emploi, je sais que moi, quand je recrute quelqu'un, en tout cas, je sais que je pose toujours la question de qu'est-ce que vous cherchez dans le poste que j'ai à vous offrir. Et donc la personne va me dire, je cherche telle tâche, etc. Parce que voilà, c'est mon métier. Et après, je demande en général, qu'est-ce que vous cherchez chez un manager? Qu'est-ce que vous cherchez chez vos collègues? Qu'est-ce que vous cherchez dans votre environnement de travail? Et là, en général, les gens me disent je veux un travail en équipe, je veux du collaboratif, je veux un manager comme ci, comme ça, etc. Et ou alors il y a des gens qui me disent mais moi rien, tout me va. Et donc je leur dis pas de problème. Chez nous, en fait, on se jette des chaises à la figure, on se balance les dossiers comme ça d'une pièce à une autre. Est-ce que ça vous va? Non, évidemment, ça ne me va pas du tout. Moi, je veux du respect, etc. Voilà, ok. Donc vous voulez bien quelque chose. Mais moi, ça me semble hyper important justement d'exprimer ce dont on a besoin, mais peut-être pas forcément de l'exprimer en disant j'ai besoin d'estime ou j'ai besoin d'être reconnu, mais ça pourrait être de le tourner justement en disant voilà ce que j'attends d'un manager. C'est qu'il me fasse un feedback régulier sur mon travail, d'avoir des consignes claires, voilà X et Y choses, plutôt de le tourner effectivement de oui ce que j'attends du travail. Effectivement, de mon point de vue, hein, mais encore une fois, ça n'engage toujours que moi. Hein, ce que je dis, vous avez le droit de pas être d'accord. Mais quand on est en entretien de recrutement, on est sur un pied d'égalité. En fait, c'est pas parce qu'on cherche un emploi qu'on est moins bien que celui qui propose un emploi, en fait. Hein, et on vient pas en position d'infériorité, on vient parce qu'on a des services à apporter. Enfin, quelque chose à offrir, en fait. On vient pas quémander un salaire, on vient offrir quelque chose. Et c'est vraiment important en fait de venir avec cet état d'esprit qui est quand même très très différent de s'il vous plaît embauchez-moi quoi. Et voilà, donc du coup, partant de ce postulat-là, moi je dirais Sandra effectivement que oui, c'est important d'exprimer les attentes qu'on a vis-à-vis d'un manager ou d'un environnement de travail, en tout cas de façon plus générale, si ce n'est pas le manager qui vous fait passer l'entretien. Par contre, est-ce utile de dire que ça n'existait pas dans le précédent emploi? Pas forcément, parce que je crois que ça donne c'est pas très valorisant de dire voilà ce qu'on n'avait pas avant et donc du coup voilà ce qu'on cherche. C'est non, voilà ce que je cherche, point. Et c'est tout en fait. L'expérience d'avant, si elle est pas hyper gratifiante, autant pas forcément l'évoquer de ce fait quoi. Voilà, j'espère que ça vous répond aussi. Donc
Pour aller plus précisément sur le fait de faire son autodiagnostic, la première question à se poser enfin, quand il y a un enjeu, alors les situations à enjeu, on a dit, hein, c'était soit un entretien d'embauche, soit c'est la présentation au cours d'une réunion si vous êtes déjà en poste. Ça peut être si vous voulez avoir une promotion, enfin une mobilité, voilà, vraiment tous les enjeux. L'idée, c'est vraiment toujours de se demander quel est votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez atteindre à la fin de l'entretien? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Par exemple, un entretien d'embauche, vous voulez être embauché. À la fin de votre réunion, qu'est-ce que vous voulez que les gens se disent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent? Voilà. Mais concrètement, quel est votre objectif? Quelle est votre cible aussi? C'est-à-dire à qui vous vous adressez? Qui est l'interlocuteur en face de vous? Est-ce que vous le connaissez déjà ou pas? Est-ce que vous avez un peu des informations sur lui ou sur elle? Voilà, ça c'est important. De réfléchir aussi un petit peu à quels sont vos atouts, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait votre différence et vos forces. Et j'en profite du coup pour prendre la question de Jade, qui dit comment se mettre en avant lorsqu'on est travailleur handicapé. Eh ben oui, ça c'est un vrai sujet, effectivement, parce que rien que le mot handicap, en fait, déjà on se dit ok, on part avec un handicap pour le coup, enfin sans mauvais jeu de mots, mais je crois que enfin qu'on soit travailleur handicapé ou qu'on ait traversé des choses, enfin dramatiques dans sa vie ou plus ou moins difficiles ou etc. Enfin, quelles que soient ces situations, ça nous a appris quelque chose, ça nous a permis aussi peut-être de faire quelque chose. En tout cas, ça nous fait voir la vie autrement et vous avez très certainement une vision du monde qui doit être un petit peu différente. Peut-être que votre vision du monde, par exemple, c'est que vous êtes, je sais pas, plus résiliente, plus persévérante, plus déterminée, etc. Et ça, c'est des choses qui sont tout à fait valorisables et qui sont importantes. Ou simplement de se dire, ben, je reconnais ma vulnérabilité et en ça, c'est aussi une très grande force et un très grand atout de se dire, ben oui, moi, effectivement, j'ai besoin peut-être d'un aménagement plus spécifique, etc. Parce que voilà, j'ai une fragilité qui est un peu différente. Mais par contre, à côté de ça, j'ai tel et tel atout. Donc c'est pas du tout en fait, enfin encore une fois de mon point de vue, le fait d'être travailleur handicapé ou l'âge ou le sexe ne sont pas en fait des critères qui feraient que vous pourriez moins bien vous mettre en avant. Ça reste toujours vraiment une question de personne et de ce que vous avez envie de dégager et de ce que vous avez envie que l'autre voit de vous. En fait, je crois que c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que c'est aussi important de se demander sur quoi est-ce que donc je suis bon, mais sur quoi est-ce que je suis moins bon. Parce qu'on parlait d'humilité tout à l'heure, c'est ça aussi, c'est de se dire, bah, je suis quand même conscient de voilà d'être moins bon sur telle et telle tâche, par exemple, et mais par contre d'être pas trop mal sur d'autres. Voilà, donc ça c'est aussi important. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, moi je vous inviterai à faire deux choses. La première chose, c'est d'aller sur Google et de taper votre nom et votre prénom. S'il y a des choses qui sortent, ben de regarder un peu quels sont les résultats qui sortent, parce que la première chose maintenant que font les recruteurs, hein, c'est quand même d'aller regarder sur Google et sur les réseaux qui vous êtes. Alors tout le monde ne le fait pas, hein, évidemment, mais s'il y a des choses quand même que vous ne voulez pas voir apparaître sur Google, eh ben vous pouvez toujours les faire enlever. C'est très important de le savoir, qu'on peut contacter les sites pour faire enlever l'apparition de son image si ça nous plaît pas. Mais voilà, c'est important de regarder un petit peu qu'est-ce que les gens peuvent déjà voir de vous, rien que juste sur votre irréputé insouciant et que c'était l'époque des études et que c'était super, mais c'est vraiment aujourd'hui. Comment est-ce que les personnes vous voient, qu'est-ce qu'ils pensent de vous, qu'est-ce qu'ils se disent en vous voyant, qu'est-ce qu'ils vous inspirent, etc. Et c'est un exercice qu'on fait rarement, enfin qu'on fait en général quand on fait des bilans de compétences par exemple ou ce genre de choses, mais de façon générale je trouve ça intéressant dans la vie d'aller demander du feedback aux autres. Euh, ok, alors je vois que ça bug. Ok, alors si c'est revenu c'est parfait. Désolée si ça a bugué, chez moi la connexion est ok.
Donc ouais, du coup l'idée c'est vraiment en fait de demander à des amis, à des collègues, alors précisément plutôt à des gens avec qui vous avez éventuellement déjà travaillé ou des gens qui vous connaissent suffisamment pour savoir un peu comment vous seriez au travail, pour voir, pour avoir un, un feedback simplement sur qu'est-ce que vous dégagez, qu'est-ce que les personnes pensent de vous et qu'est-ce qu'elles vous inspirent. Voilà, c'est un exercice qui est super intéressant et je vous invite vraiment à le faire. C'est parfois assez bluffant. Et on va se demander aussi, ben vraiment, enfin, de définir quelle est votre vision et votre motivation pour vraiment arriver à se demander bah, qu'est-ce qui pourrait vous motiver en cas de difficulté. Enfin, si par exemple vous ne réussissez pas du premier coup, qu'est-ce qui vous permet de persévérer? Si ce poste-là, bah, vous n'arrivez pas à le décrocher, quel serait éventuellement le plan B? Qu'est-ce qui permettrait de sécuriser au maximum pour que vous ayez par exemple ce poste? Voilà, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui pourrait vous motiver en cas de difficulté? Et si vous changiez le monde, à quoi ressemblerait ce changement? Et cette question-là, elle est aussi hyper intéressante pour définir notre vision du monde. Et c'est là que, ben voilà, quel que soit le critère, on a dit d'âge, de sexe, de handicap ou autre, ben c'est là qu'on arrive à gommer en fait un peu mieux sur ça et à rester vraiment en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on est. Si vous changiez le monde, à quoi ressemblerait ce changement? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens ben, fassent autrement? Voilà, se comportent autrement ou parlent autrement. Enfin voilà. Et donc votre vision du monde et votre motivation. Et c'est des questions qui sont assez anodines. Hein. Évidemment, on se demande pas une dissertation hein, de 3 heures avec thèse, antithèse, synthèse. C'est pas du tout ça. Hein. L'idée, c'est de se dire ok, vraiment, je me pose quelques minutes devant une feuille pour répondre à ce type de questions. Et c'est des choses après qu'on peut partager en disant, ben voilà, dans un excellente. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. J'espère que c'est bon. Bon, en tout cas, je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez encore. Ah, c'est OK? Bon, bah, très bien. Ok, et eh ben super. Du coup, on va pouvoir continuer. Donc ouais, je vous disais que bah, notre collaboratrice, du coup, c'est elle qui s'occupait des anniversaires et pour elle, c'était son truc et elle nous l'a dit même tout de suite en entretien et c'était très rigolo. D'ailleurs, on n'avait jamais eu ça. Mais moi, typiquement, c'est pas du tout mon truc. C'est pas moi qui amènerai les croissants le matin. Enfin, mais en fait, je vous dis ça, c'est pas pour que chacun ait un rôle, une étiquette et soit dans une case, mais simplement, il y a sûrement des choses que vous aimez et que les autres aiment un peu moins. Et ça, c'est le cas pour plein de choses. J'ai une autre de mes collègues qui est fan de tableaux Excel, et alors que, ben voilà, pareil, moi, c'est pas trop mon truc, et elle adore faire ça. Donc, c'est super justement de pouvoir se compléter. Et ce n'est pas parce qu'il y a des choses en fait qui vous paraissent, encore une fois, trop simplistes, anodines ou pas terribles, qu'en fait ça n'est pas un atout. Au contraire, et il y a vraiment pas de petites qualités, pas de qualités qui sont moins bien que les autres, pas du tout en fait. Vraiment tout est à part égale et il faut vraiment bien s'en rappeler quoi. Alors pour ça, du coup, dans la suite, l'idée c'est toujours de déterminer aussi bah, qu'est-ce que vous voulez que les personnes voient de vous. Donc à quoi vous voulez finalement que votre identité ressemble et votre vision de votre propre marque, entre guillemets. Quel type d'image est-ce que vous souhaitez transmettre concrètement? Donc est-ce que vous voulez être enfin je vous dis ça, est-ce que vous voulez être bah, une personne intègre, loyale, franche, sur qui on peut compter, enfin voilà des choses comme ça. Qu'est-ce que vous voulez en fait faire ressortir de vous? Je sais que pour moi, par exemple, c'est hyper important de montrer ma loyauté et d'être une personne sur qui on peut compter. Donc quand j'ai une collègue qui me demande quelque chose, je vais le faire si je peux le faire. Si je ne peux pas, je vais lui dire non. Ou alors, quand est-ce que je pourrais le faire? Voilà, ça, c'est ce qui est important pour moi. Mais on a tous, en fait, des valeurs, des objectifs, des compétences qui sont importantes pour nous
et notre expérience en témoigne en général. Pas forcément toujours l'expérience professionnelle d'ailleurs, c'est regrettable, mais l'expérience en témoigne peut-être avec ses enfants, peut-être avec sa famille, peut-être dans des associations aussi que vous faites par ailleurs, etc. Mais en tout cas, l'important, vous l'aurez bien compris, c'est d'aligner votre identité, votre marque, donc votre personal branding, avec vos valeurs fondamentales. Si vous ne savez pas vraiment quelles sont vos valeurs, vous pouvez trouver une liste de valeurs sur Google. Hein, si vous tapez liste de valeurs, et là vous allez trouver une liste qui fait une centaine parfois de mots. Et vous allez pouvoir en choisir peut-être une dizaine et après réduire encore à 5 et peut-être repartir avec les 5 grandes valeurs qui sont importantes pour vous et construire en fait vraiment votre image autour de ça si jamais vous ne connaissez pas encore un petit peu votre identité profonde. Parce qu'en fait, on n'arrivera jamais aussi bien à se faire valoir aux yeux des autres que si on ne se connaît pas en fait. Si on ne se connaît pas et qu'on ne sait pas de quoi on est capable, qu'on ne connaît pas notre valeur, qu'on doute vraiment, il y a quand même de fortes chances que l'autre en face ne la voit pas, cette valeur non plus, mais qu'elle voit davantage les doutes. Alors encore une fois, l'idée n'est pas de se survendre et de faire plus, etc., mais simplement de se dire que, ben oui, il y a des choses que vous faites très certainement très bien, et, euh, et même si c'est par exemple de faire l'entretien ben, dans un lycée, mais peut-être que vous le faites avec très bonne humeur, avec sourire, avec conscience professionnelle, etc. Et c'est important. Donc, ça peut tenir à vraiment à des petites choses qui vous paraissent insignifiantes, mais qui en vrai font vraiment toute la différence. Donc Sandra nous dit comment devenir une de vos collègues. Bah, en fait, sur notre site, il y a un parcours de recrutement, mais actuellement, on ne recrute plus. Mais par contre, c'est intéressant de se dire, bah, si vous êtes en posture de chercher un emploi, de regarder justement les services ou les environnements de travail qui vous plairaient, en se disant, ben voilà, enfin, pourquoi est-ce que ça me plaît, qu'est-ce que j'y trouve dans ces environnements de travail, qu'est-ce que j'y trouve, et du coup peut-être que je peux le trouver dans d'autres environnements de travail et dupliquer aussi par rapport à ça. Mais c'est extrêmement important de se dire, ok, qu'est-ce que je veux y voir dans cet environnement. Alors pour les valeurs dont je parlais, Véronique, ouais, je disais ça sur Google Images, hein, tout simplement. J'ai pas de site prédéfini. Vous tapez sur Google liste de valeurs et vous allez les trouver. Hein. Il y en a plein des images comme ça. Tous les sites se valent hein, sur ça. Mais si vous tapez dans Google liste valeurs et après vous cliquez sur images en haut, vous allez en trouver plein. Et voilà. Mais je vous conseille de vous limiter à 5 quand même, enfin de faire un truc en entonnoir. Parce qu'on a vite fait de se dire qu'on a moult et moult valeurs, mais dans le fond, en général, on en a vraiment que 3 ou 5 maximum qui sont très très ancrés chez nous, quoi. Et en général, c'est ça qui se voit le plus. Voilà pour ça. Alors, du coup, maintenant qu'on a vu un petit peu comment faire son autodiagnostic et un peu quel genre de questions on peut se poser hein, pour travailler sur soi et puis, on va dire, faire remonter un peu à la surface notre valeur qui parfois a tendance à un petit peu se cacher. Comment est-ce qu'on fait pour assurer la promotion de soi? Bah déjà, la première chose, c'est de bien connaître son interlocuteur, si c'est possible, hein, parce qu'évidemment, à chaque fois, on ne sait pas forcément toujours qui on va avoir en face de soi, mais on peut peut-être essayer de le déterminer en posant des questions, en se disant, est-ce que, voilà, concrètement, en fait, enfin, par exemple, je sais pas si on a un rendez-vous avec le service RH, on peut téléphoner en disant, est-ce que vous pourriez me donner le nom de la personne avec qui j'ai rendez-vous, euh, voilà, et puis vous pouvez aussi la chercher, ne serait-ce que sur Internet aussi. Mais au moins pour vous faire un peu une idée de à qui vous aurez affaire. Et pour déterminer aussi votre point de différence ou votre valeur unique, ça c'est ce dont on va parler justement pour voir comment est-ce que on va faire pour que les personnes se souviennent positivement en fait de vous. Parce que oui, évidemment, négativement, ça va pas être notre sujet hein, de cet après-midi. Nous, ce qu'on veut, c'est que les personnes se souviennent en bien de vous.
Alors Christine me demande si je propose des séances de coaching. Alors oui, on propose des séances de coaching effectivement chez nous, pas que moi d'ailleurs, tous mes collègues aussi. Et voilà. Par contre, c'est vrai qu'on s'adresse pas forcément aux particuliers, mais dans le cadre de personnes qui sont déjà en poste. Mais tout est possible en tout cas. Et si c'est nécessaire, que vous avez besoin d'un service après-vente entre guillemets, on peut tout à fait se passer des coups de fil. Vous avez les coordonnées dans le support, donc voilà, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Alors moi je voulais en fait vous parler de plusieurs outils, donc je vous en ai prévu trois à peu près, plus un bonus. Donc le premier outil que j'aime bien, il s'appelle le copywriting. Alors c'est encore en anglais évidemment. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour convaincre. Alors c'est plutôt ici un style d'écriture, hein, c'est plutôt de l'écriture de vente. En général, c'est pour les commerciaux, etc. Mais là, moi, je l'aime bien dans le sens où on va vraiment essayer d'avoir une façon d'écrire et du coup, une façon de parler éventuellement. Euh, pour arriver à faire en sorte que ça soit suffisamment bien structuré et bien établi pour que la personne en face, elle le comprenne bien. C'est ça qu'on cherche en fait. Donc c'est toujours pareil, on cherche à être compris et à être considéré. Donc ici, la promesse, donc on va commencer par ça, c'est quel est votre message clé, ou votre signe distinctif, ou votre valeur ajoutée. Après, on va aller sur la preuve. Qu'est-ce qui permet de crédibiliser votre message? Pourquoi est-ce que vous dites que votre signe distinctif c'est ça ou que votre valeur ajoutée c'est ça? Quelle est votre expertise ou votre formation, votre connaissance ou votre curiosité du secteur dans lequel vous postulez, votre réseau, vos hobbies, enfin tout ce que vous voulez. En tout cas, tout ce qui peut montrer que ce que vous avez dit précédemment est vrai. Encore une fois, on cherche la cohérence entre tout ce qu'on dit. Après, on va regarder le bénéfice. Qu'est-ce qui fait que vous vous démarquez? Est-ce que c'est votre mental d'acier, votre maîtrise du sujet ou votre engagement, vos valeurs, etc. Ou peut-être juste votre joie de vivre ou X ou Y chose. Mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que vous êtes unique et que vous êtes vous? Et enfin, on va aller regarder sur le ton. Là, ça va être vraiment l'impression qui se dégage de votre histoire. Donc, votre posture, est-ce que vous avez une approche plutôt décalée, plutôt humoristique, plutôt professionnelle, plutôt engagée, plutôt académique? Voilà, en sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture, hein. Toutes les postures sont bonnes. Par exemple, même un professeur d'université avec un humour décalé, c'est tout à fait possible. Et une personne qui ferait du secrétariat avec un style académique, c'est tout à fait possible aussi, hein. C'est pas du tout incohérent. Au contraire, en fait, il faut que ça reste cohérent avec ce que vous êtes au départ. Et enfin là, de mon point de vue, encore une fois, hein, ça n'engage toujours que moi, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus incohérent que de regarder, de travestir en fait sa posture en croyant plaire en fait à la personne qui est en face, alors qu'on n'en sait strictement rien de savoir ce qui va lui plaire ou pas. Et donc, par exemple, si vous êtes plutôt de nature joyeuse et extravertie et que vous arrivez en entretien de recrutement toute recroquevillée et sans sourire, sans être comme vous êtes d'habitude pour masquer et pour gommer en fait vos différences, ça va se voir quand même assez rapidement et même si ça ne se voit pas et que la personne vous embauche et qu'après dans le quotidien elle note un décalage avec la personne que vous étiez à l'entretien, c'est sûr que ça va se voir et qu'on va vous faire une remarque sur ça. Alors en positif ou en négatif, hein, peu importe, mais en tout cas c'est dommage de ne pas en fait mettre vraiment carte sur table lors de l'entretien justement. Et c'est pour ça que voilà, de regarder vraiment ces quatre étapes, ces quatre critères plutôt sur qu'est-ce que j'offre, comment est-ce que je peux démontrer que ce que j'offre tient la route, quel est l'avantage de ce que j'offre et donc sur quelle forme par exemple et avec quel ton je le fais. Ça permet d'avoir appréhendé vraiment à 360 degrés un petit peu ma façon de me présenter en général. Voilà. Ok. Alors, vous me dites, j'ai un entretien et il n'a pas été demandé mes évaluations. Puis-je les envoyer en amont? Euh, oui, oui. Bah ça, je sais pas. Alors, est-ce qu'il n'existe pas une règle administrative pour ça, enfin juridiquement?
je ne crois pas. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est toujours intéressant de pouvoir envoyer ces évaluations, ou en tout cas un dossier, un peu comme un book, vous savez, un book de référence. Ok, Audeline ne dit pas spécifiquement. Donc ouais, moi je pense que vous pouvez envoyer comme un book de référence en disant, ben voilà quelques exemples de réalisations que j'ai faites, et voilà aussi quelques exemples d'évaluations que j'ai reçues. Alors si elles sont bonnes, hein, évidemment. Mais ouais, ça peut être carrément un avantage qui est très intéressant. Enfin, moi, en tant que recruteur, je demande très souvent, enfin, que les personnes me présentent des réalisations de choses qu'ils ont fait. Et plus il y a à montrer, à voir, et mieux c'est, hein. Donc, ouais, complètement pour les évaluations. C'est une très très bonne idée, même. De venir avec un petit dossier, au moins ça montre que vous avez préparé votre entretien. Donc, et c'est là où c'est important justement de se dire que je ne viens pas en subissant l'entretien et en regardant à quelle sauce je vais être mangée, mais je suis proactive aussi, j'anticipe et je me dis ah oui tiens bah si je me mets à la place de mon interlocuteur, j'aimerais bien recevoir des évaluations. Au pire, de toute façon, ils les lisent pas et ils n'en font rien. Mais au mieux, par contre, ils regardent et ils se disent ah ben voilà une qui a préparé et c'est chouette. Donc du coup, ça peut être vraiment très intéressant quoi. Ouais, ok. Le deuxième outil dont je vous avais déjà un petit peu parlé aussi précédemment, c'est le storytelling. Alors le storytelling, vous avez peut-être déjà entendu ce mot, hein, évidemment, on en parle souvent, de se dire ah oui là on a raconté un peu son histoire en mode storytelling. En fait, par définition, donc c'est une technique de mise en récit d'une histoire fictive ou vraie, hein, évidemment, mais sur la base d'une structure narrative. Donc en fait, l'idée c'est vraiment quel que soit ce que vous avez à raconter, mais de le faire sous forme d'histoire et de se dire que ça permet de illustrer concrètement en fait ses propos, mais à l'aide d'éléments un peu plus ludiques. Et alors ludique, c'est pas forcément avec des blagues et de l'humour, mais de façon pédagogique en réalité. C'est-à-dire de sorte que le public soit vraiment happé par l'histoire que vous êtes en train de raconter. Parce que encore une fois, c'est ça qu'on cherche, hein. C'est toujours ça. Alors ce matin, c'est pareil, je prenais l'exemple de Père Castor. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé, mais sinon vous pourrez regarder ce dessin animé qui s'appelle Père Castor. C'était des petits épisodes, alors que ça remonte un petit peu maintenant, mais donc Père Castor avec ses petits enfants castors, dès qu'il leur arrivait le moindre truc, mais un truc assez insignifiant, il arrivait à en faire toute une histoire qui durait tout un épisode. Donc Père Castor pour moi c'est le père du storytelling en France en tout cas, et voilà, c'est de se dire que n'importe quelle expérience professionnelle peut être racontée comme histoire, même s'il y a un trou dans son CV, même si finalement vous avez fait des emplois qui n'étaient pas en rapport avec votre formation d'origine ou que vous n'aimiez pas finalement parce que vous avez dû les prendre parce que c'était un job alimentaire par exemple. Tout peut s'expliquer. Et on peut tout raconter, mais c'est simplement de remettre du lien et de la cohérence dans tout le parcours de ce qu'on a fait en général. Donc, en fait, pour moi, ce qui est important à retenir, c'est que vraiment dans la vie professionnelle comme personnelle, tout est affaire d'émotion. C'est-à-dire qu'il faut éveiller la curiosité, susciter l'intérêt, parce qu'on peut oublier un CV, mais on oublie rarement une impression. Et on oublie rarement en fait la personne qui a fait impression. Alors bonne ou mauvaise, hein, encore une fois. Mais voilà, quand je parle d'émotion, je parle pas de faire pleurer ou de mettre en colère la personne en face de vous, mais plutôt de la faire rire, de lui faire ressentir quelque chose, qu'elle se projette en fait l'histoire que vous êtes en train de raconter, parce que encore une fois, majoritairement, on est quand même tous un peu plus visuels, et donc les images visuelles sont beaucoup plus faciles en fait à retenir. Si je vous raconte, là, mon histoire de Père Castor, par exemple, c'est une comparaison pour un peu vous illustrer mes propos, mais ça s'ancre en fait un petit peu mieux. Enfin, quand on a la référence en tout cas, et c'est pour ça que qu'on fait un peu de l'humour avec certaines références ou qu'on va employer un mot. Mais l'idée en fait, c'est de faire comprendre toujours à son interlocuteur ce qu'on veut dire, mais avec son propre langage. Et son propre langage, c'est pas que les mots, c'est vraiment toute la façon dont je vais raconter qui va être intéressante. Mais en gros, c'est raconter votre histoire. Mais ça, c'est pareil, ça ne s'improvise pas. L'idée, c'est pas d'arriver en se disant bon, je vais vous raconter ma vie, allez-y, asseyez-vous, et de ne pas raconter non plus de façon
forcément, enfin, soit en se victimisant, soit en se disant que c'est forcément, enfin, tous les autres emplois, c'est les autres avec qui il y a eu des problèmes, etc. C'est aussi d'avoir l'honnêteté, encore une fois, de se dire, bah oui, là, effectivement, ça s'est mal passé. J'en prends aussi ma responsabilité et voilà, aujourd'hui, c'est pour ça que je cherche tel environnement de travail, etc. Justifier en fait à chaque fois le sens de tout en se disant bah en effet j'ai pu faire un burn-out il y a quelques années donc aujourd'hui bah ma priorité c'est l'équilibre vie pro vie perso mais ça sous-entend pas que je suis pas impliquée dans mon travail, bien au contraire, j'aime toujours autant le travail bien fait et j'ai le souci de voilà de la qualité de ce que je veux faire, etc. Mais par contre bah je souhaiterais ne pas travailler le mercredi par exemple. Enfin, je vous dis n'importe quoi, mais vous comprenez la logique de se dire, ben voilà, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous recherchez, et de mettre de la cohérence et de la fluidité dans son parcours lorsqu'on explique un petit peu ce qu'on a fait. Voilà, tout simplement. Et pour ça, je voulais vous proposer justement un autre outil qui s'appelle l'elevator pitch. Donc l'elevator pitch, c'est la technique de discours dans l'ascenseur, hein, si vous ne la connaissez pas. C'est l'art de convaincre en 1 minute. C'est-à-dire, vous êtes coincé dans l'ascenseur pendant 1 minute, vous montez au 3e étage et pendant ce temps d'ascenseur, la personne à côté de vous doit savoir qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous le faites et pourquoi elle a avantage à vous écouter. Alors c'est une méthode hein, qui est bien structurée comme vous le voyez et il faut respecter les étapes qui sont mentionnées ici. C'est donc à peu près 5 secondes d'introduction, à peu près 10 secondes de présentation, pardon, 10 secondes de problème ou fait, enfin ce qui doit être résolu. Là, en l'occurrence, s'il s'agit d'un entretien d'embauche, ben c'est le poste à pourvoir. Hein. C'est le problème, c'est ça, c'est qu'il y a un poste vacant et donc on cherche quelqu'un pour exercer cette fonction. Et la solution, c'est donc vous qui offrez vos compétences et la réponse apportée. Donc ça sur 20 secondes. Donc vous voyez que c'est le temps le plus important. Et puis de regarder, bien sûr, quel est l'avantage pour l'interlocuteur en face de vous écouter. Pourquoi est-ce qu'il devrait vous écouter? Et la conclusion qui reprend le message clé un peu par rapport à tout ça. Voilà. Donc peut-être pour vous donner un exemple un peu plus concret, l'idée serait de se dire, voilà, je sais pas, oui, on a... Ouais, peut-être à la fin, si vous voulez, si c'est nécessaire pour vous, on pourra revenir sur un exemple un petit peu plus précis. Si vous voulez un exemple concret de quoi peut ressembler un elevator pitch sur une présentation, mais j'avance juste un petit peu, et comme ça, on aura aussi la possibilité de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, l'elevator pitch. Ensuite, vraiment, ce qui me paraissait important de vraiment bien reposer là, c'est l'image. Alors l'image, je parle pas en fait de son physique, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt beau, belle, etc. Parce que ça c'est extrêmement subjectif et que bien évidemment voilà vous aurez des regards différents et des avis différents et on fera les choses au fur et à mesure. Et donc du coup, l'idée n'est pas en fait de se dire j'ai aucune chance parce que je suis moche. C'est déjà ça marchera pas. Mais c'est en fait de soigner plutôt son image et de se dire ok, voilà ce qui est important, c'est un regard consistant, donc pas fuyant, c'est-à-dire de soutenir en fait le regard dans les yeux, d'être plutôt assuré, donc dans une posture bien droite, sans non plus être droit comme un i et de pas sortir de ça, mais avec une gestuelle plutôt ouverte, plutôt assurée, des vêtements propres et repassés si possible, une bonne énergie. Quand je dis une bonne énergie, c'est plutôt son état d'esprit, c'est-à-dire je viens pas en mode perdant et c'est foutu, j'y arriverai jamais, de toute façon ils vont pas me prendre, etc. Parce que ça, c'est même pas la peine d'aller à l'entretien dans un état d'esprit pareil. Mais c'est pas non plus la peine d'y aller en se disant je vais tout avoir, ils vont forcément me prendre, je suis le meilleur, ça va trop marcher, etc. C'est pas ça non plus. Mais juste de rester humble effectivement en disant voilà, ok, moi je fais ci, je fais ça, je suis comme ci, comme ça, etc. Et c'est voilà, les personnes prennent ou prennent pas, mais en tout cas au moins vous avez fait de votre mieux. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est que chaque détail compte et que vous êtes en représentation en permanence. En tout cas, encore une fois, dans les situations à enjeu, entretien d'embauche,
dans une réunion, entretien professionnel, ce que vous voulez, mais dans une situation avec des enjeux, vous êtes en représentation, vous êtes toujours votre propre vitrine. Donc, il ne tient qu'à vous de regarder en fait quelle image est-ce que vous avez envie de donner et de faire passer. Qu'est-ce que vous voulez que l'autre retienne de vous? Voilà, ça c'est vraiment ce qui compte. Donc en résumé, avant de revenir donc à l'exemple concret, hein, parce que j'ai noté le oui pour l'elevator pitch, on va y revenir donc. Donc en résumé, que vous ayez un profil couteau suisse ou une spécialité vraiment bien définie, c'est important de pouvoir formuler 2-3 mots de votre positionnement ou de votre identité professionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui compose votre identité professionnelle, voilà, qu'est-ce qui fait de vous un bon professionnel, par exemple, et en quoi est-ce que vous pouvez cultiver votre différence. L'idée, c'est vraiment de rester sincère, donc, et de faire preuve d'humilité, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ni trop dans l'ego, mais ni trop bas dans la modestie non plus, hein. Et en général, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on descend, et ça ne nous aide pas non plus d'être trop modeste. Et donc, voilà, s'il y a une chose qu'il fallait retenir de cette intervention, c'était vraiment de susciter l'intérêt, de susciter des émotions. Et pour ça, donc, un des points, bah, c'était notamment effectivement l'elevator pitch. Donc, par exemple, alors je vous le fais en live, hein, je vous m'excuserez si c'est pas exactement fait dans les règles de l'art, mais je le tente en live juste pour vous montrer un peu comment ça pourrait se faire. Bah, du coup, avec mon exemple. Donc, alors je suis Candice, je dirige la société Reliance que j'ai créée il y a 10 ans. Notre cœur de métier, c'est de pouvoir accompagner donc les collectifs de travail à travailler efficacement ensemble, mais sans s'entretuer. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons du coaching, de la formation et du conseil. Et l'avantage, en fait, c'est qu'on peut s'adapter vraiment à tout type de public, de personnes, que ce soit des agents, des chefs de service, des managers, des directeurs. Et voilà, et donc si vous avez envie de travailler avec nous, eh bien je vous laisse m'appeler au 06, voilà, parce que effectivement travailler efficacement ensemble sans s'entretuer, ben c'est quand même la base quand on travaille. Voilà. Donc bah c'est ce que j'essayais de faire. Je sais pas si vous avez repéré en fait un petit peu au fur et à mesure bah, les différentes étapes. Mais donc quand j'ai dit mon prénom et ma fonction, donc c'était l'introduction. La présentation, donc ben, que je dirige l'entreprise. Les problèmes, ben, c'était le message clé pour moi. Donc travailler efficacement ensemble sans s'entretuer. La solution, c'était la formation, le coaching et le conseil. L'avantage, c'est qu'on s'adresse à un large type de personnes. Et la conclusion, bah, du coup, j'ai repris le message clé qui, pour moi, était le plus important et que je voulais que les gens retiennent. Voilà, globalement, ça donnerait à peu près ça. Alors de façon évidemment pas du tout préparée et complètement à l'arrache, mais vous voyez un peu la logique, j'imagine. Donc Véronique nous dit, est-ce qu'on doit dérouler tout son CV ou que les postes clés en lien avec l'offre, même si chaque poste a apporté des compétences? Ouais, c'est une très bonne question. Ben, ça dépend du temps que vous avez, mais ça peut vite faire un peu long et interrogatoire si on déroule vraiment tous les postes. Je trouve ça dommage. Peut-être qu'on peut arriver à faire un compromis en disant, parce que les postes de toute façon ils vont le voir sur le CV. Donc à la limite c'est pas tellement utile parce qu'en général, enfin si la personne est organisée, elle a votre CV sous les yeux quand elle vous reçoit. Donc ça, elle peut le voir. Moi, au contraire, j'axerais justement sur les expériences clés, effectivement, en se disant, ben voilà, par rapport à aujourd'hui, parce qu'en fait, les expériences précédentes servent à démontrer pourquoi est-ce que vous êtes compétente pour votre poste d'aujourd'hui. Donc, s'il y a des trucs qui sont pas des bonnes preuves ou qui démontrent pas vraiment qu'aujourd'hui il y a des choses, enfin, qui vous apportent du coup des bonnes compétences, c'est pas forcément utile. Ça prend de la place et de la bande passante pour rien et ça embrouille le message. Donc moi j'irais plutôt à l'essentiel en fait. Ouais. À l'essentiel, c'est-à-dire les postes clés en lien avec l'offre, même si ben, évidemment oui chaque poste a apporté des compétences heureusement, mais c'est mieux en fait de faire un parcours construit en se disant ok par rapport à votre offre, alors je vous parle seulement des expériences qui me semblent démontrer que aujourd'hui je suis la bonne personne pour vous parce que justement avant j'ai fait ça quoi.
Voilà, j'espère que ça répond, Véronique. Emmanuel nous dit, dans l'intro, faut-il une phrase d'accroche? Oui, 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 c'est bien, mais c'est pas toujours évident à trouver. Ça dépend en fait un peu de votre poste, parce qu'il y a des choses qu'on peut arriver à trouver. Enfin, une présentation un peu humoristique. Vous voyez, par exemple, on peut se dire, bah voilà, je suis Candice, consultante slash éleveuse de chats ou fan de chats slash je sais pas prof de yoga. Enfin voilà, je vous dis n'importe quoi, hein, c'est pas vrai, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous pouvez mettre aussi, maintenant ça se fait beaucoup d'ailleurs sur LinkedIn ou sur les réseaux, d'autres choses que votre vie pro. Moi je vois souvent par exemple dans les CV, formatrice slash maman de 3 enfants, que comme si c'était un poste à part entière, ce qui d'ailleurs l'est très, très certainement. Mais ça permet en fait d'avoir déjà un aperçu un peu complet, et ça peut faire une phrase d'accroche sympa si vous avez des choses un peu atypiques, ou si justement votre famille est importante pour vous et que c'est ce que vous avez aussi de mettre en avant, etc. Mais c'est pas une absolue nécessité. S'il n'y a pas de phrase d'accroche, votre prénom et ce que vous cherchez suffit. Enfin, voilà, votre prénom et puis le poste en question que vous cherchez à obtenir, ça peut suffire, quoi. Ouais, donc Guillaume nous dit, est-ce que c'est bien vu les traits d'humour? Bah, j'ai envie de vous dire, ça dépend déjà qui vous avez en face de vous, et ça dépend surtout comment vous êtes à l'aise avec l'humour. Si vous n'êtes pas à l'aise et que vous n'en faites pas d'habitude, non. Du coup, il vaut mieux éviter. Mais si c'est quelque chose que vous faites d'habitude, et que ça rajoute une petite dynamique, bah oui, 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 bien sûr. Enfin, si c'est pas déplacé, si c'est pas, si ça ne viole pas les lois de la discrimination, de la diversité, de tout ce que vous voulez, y a pas de souci sur les traits d'humour. C'est au contraire, justement, c'est ce que j'allais vous dire. On peut faire des phrases de présentation un peu différentes, en se disant, bah voilà, je suis votre nouvelle, je sais pas, responsable administratif, votre nouveau responsable administratif. Ça peut aussi être ça. Alors c'est de l'humour qui est quand même assez léger, quoi. Mais au moins ça marque. Enfin, ça permet de se démarquer, encore une fois, parce que sur les 15 candidats peut-être qui seront vus, peut-être que vous serez le seul à lui avoir dit, ben oui, vous cherchez un responsable administratif, ben c'est moi. Je suis là, je suis devant vous, donc pourquoi est-ce qu'il faudrait m'embaucher pour telle et telle raison, pour telle et telle expérience, et voilà. Au mieux, ça le fait sourire. Au pire, il se dit bon bah voilà, sa personnalité, j'ai pas du tout envie de le voir tous les jours, et voilà, et ça fonctionne pas. Mais au moins vous serez pas trahi si c'est votre style naturel. Mais si c'est pas votre style naturel, non, effectivement. Donc voilà. J'espère que ça répond aussi, Emmanuel et Guillaume. Voilà en tout cas un peu ce que je voulais vous dire. Il est 15h03. Moi, je suis dispo encore si vous voulez qu'on discute encore. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. C'est encore possible. Alors, Julie nous dit, comment aborder la question des difficultés rencontrées lors des postes précédents? Bah, en fait, j'aurais envie de vous dire, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que c'est important d'aborder les difficultés que vous avez eues dans les postes précédents? Je crois que c'est ça la vraie question. Est-ce que du coup, ce serait pour montrer l'intention de dire, ben ça, je n'en veux plus. Donc aujourd'hui, je veux quelque chose d'autre. Et si c'est le cas, ben, dites directement ce que vous voulez, ce sera peut-être plus simple. Mais en disant qu'en effet, ça se base sur un vécu d'expérience précédente qui n'était pas épanouissante pour vous, et c'est pour ça que vous n'en voulez plus. Mais sinon, voilà, la vraie question, c'est effectivement de se dire pourquoi est-ce que ce serait important de parler des difficultés rencontrées avant. Ok, j'espère que ça répond du coup, Julie. Christine nous dit, j'ai fait des études mais peu travaillé pour élever mes enfants. Et j'ai beaucoup appris par ça, compétences, savoir-être et plein d'autres choses. Comment valoriser ça et valoriser notre formation même si on a peu d'expérience pro. Ouais, ça c'est un vrai sujet aussi qu'on entend souvent. Il y a deux choses dans ce que vous dites.
il y a le fait d'avoir fait une formation et peu d'expérience professionnelle. Ça revient en fait un petit peu au cas de jeunes diplômés qui finalement cherchent une première expérience, mais quand ils arrivent, on leur dit ah ben oui mais vous avez pas d'expérience, du coup je peux pas vous embaucher. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que si personne ne donne une première expérience, ben on risque pas d'en avoir du coup. Et demander à des jeunes diplômés enfin de l'expérience, c'est complètement absurde. Donc voilà. Mais la valorisation, c'est de se dire que peut-être ce serait de se dire que la formation, vous vous êtes tenu à jour régulièrement aussi. Alors, je ne sais pas quelle formation vous avez faite et s'il y a des mises à jour, mais dans la plupart des secteurs, en général, c'est important de se dire, je sais pas, moi, si vous avez fait du graphisme ou du droit ou je sais pas ce que vous avez fait, c'est de se dire bah voilà j'ai suivi des petits MOOC par exemple ou des webinaires très régulièrement sur mes sujets pour bien me tenir à jour, pour bien me tenir au courant de tout ce qui se faisait aujourd'hui, etc. Et donc ça, je pense que ça peut être valorisé comme ça. Et sur le fait du coup d'avoir peu travaillé parce que vous avez élevé vos enfants, ben en effet c'est un travail en soi. J'avais vu d'ailleurs passer le CV comme ça d'une maman qui s'était arrêtée pendant 16 ans et du coup elle avait tourné ça, elle avait fait le parallèle à chaque fois par exemple sur le management en disant qu'elle pouvait pourvoir un poste de managérial parce que elle avait su développer son autorité naturelle sans forcément crier sur ses enfants toute la journée, faire respecter des règles, passer des consignes claires, transmettre des informations, établir des compromis. Elle s'était formée à la communication non violente. Enfin, voilà, tout un tas de trucs comme ça. Et on peut franchement faire le parallèle avec les enfants, sans compter la gestion de la famille, la gestion du budget. Enfin voilà, il y a beaucoup de compétences qu'on peut effectivement relever de ça. Euh, donc c'est comme ça effectivement. Je pense que vous savez déjà comment le valoriser sur en effet le savoir, le savoir-être, le savoir-faire. Et voilà. Donc j'espère que ça vous répond aussi. Et Elodie nous dit, lorsque l'interlocuteur en face fait preuve de mauvaise foi durant tout l'entretien, alors plusieurs personnes nous renvoient que nous avons toutes les compétences avec le poste et les missions, comment valoriser notre plus-value en restant humble et en faisant comprendre à l'interlocuteur le message transmis? Ouais, bah la mauvaise foi, en fait, c'est un peu la limite de l'exercice, évidemment. En sachant que est-ce qu'il y a vraiment mauvaise foi ou est-ce que c'est plus que la personne parce qu'en fait on ne sait pas les intentions des personnes, on voit juste leur comportement et ce qu'ils nous disent, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans leur tête. Donc est-ce que par exemple c'est que le poste est déjà pourvu à quelqu'un en interne que le recruteur connaît déjà et que bah du coup et il écoute pas vraiment ce que vous dites parce que le poste est déjà pourvu, enfin entre guillemets, même si vous le savez pas et que c'était déjà fléché, ou est-ce que il s'est buté sur un truc parce qu'il a mal compris, mais en fait il reste bille en tête et il ne vous écoute pas. On ne sait pas du tout ce qui se passe, mais si vous vous dites que vous n'avez rien à perdre, parce que en vrai, il n'y a pas vraiment grand-chose à perdre dans un entretien d'embauche, même si, parce qu'au pire, effectivement, ils vous prennent pas, mais on finira par vous prendre ailleurs et vous prendre, si c'est à votre détriment, c'est peut-être pas vous rendre service non plus. Mais je pense qu'on n'a pas forcément trop à perdre à poser la question, de dire, bah, écoutez, en fait, j'ai le sentiment que je ne corresponds pas à ce que vous cherchez. Apparemment, de mon point de vue, je semble avoir les compétences en lien avec le poste et les missions, mais apparemment pas de votre point de vue. Alors, est-ce que vous seriez d'accord de me dire pourquoi et de me dire qu'est-ce qui fait que de votre point de vue, je corresponds pas? Tout simplement, en fait, de renvoyer ce que vous êtes en train de voir de la personne. Et ça, c'est rester assertif, droit dans ses baskets. Et c'est pas insultant, c'est pas méchant, c'est effectivement de rester à sa place, mais juste en disant, bah écoutez, moi j'ai ce sentiment-là et je voulais prouver par A plus B, mais apparemment ça a pas l'air d'être partagé. Donc qu'est-ce que vous vous pensez quoi? Et c'est tout à fait possible de le demander en entretien. Personne ne vous en voudra de poser aussi des questions. C'est tout à fait normal. Donc voilà, j'espère que ça vous répond aussi, Elodie. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il est 15h10. Voilà, dites-moi. En tout cas, je reste dispo. Mais quoi qu'il en soit, effectivement,
bah, vous recevrez le support. Et l'idée, c'était vraiment bien de se rappeler que l'important, en fait, c'est la valeur que vous vous accordez et la valeur que vous vous donnez. Et que chaque jour, ça me paraît essentiel de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai bien fait et qu'est-ce que j'ai bien réussi. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle après-midi et puis ben, un bon succès dans tout ce que vous faites.